Nous sommes vendredi et nous poursuivons avec l'invité sport. On va évoquer comme toujours 3 sujets. Nous parlerons de la FIFA. Gianni Infantino est soupçonné d'intervention pour arrêter une enquête. Nous irons également en France évoquer la Ligue 1. Le PSG sacré champion. La Ligue 1 ne reprendra plus. Et puis toujours dans le foot, le comité médical de l'UEFA qui assure qu'une reprise reste toujours possible. On en parle tout de suite. C'est avec Michel Tapa, notre consultant sportif. Bonsoir Michel. Bonsoir Samuel, bonsoir à tout le monde. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, serait intervenu auprès du procureur général suisse pour qu'une enquête le visant soit abandonnée. C'est ce qu'a affirmé lundi le quotidien suisse La Tribune de Genève. Le ministère public de la Confédération avait commencé à enquêter début 2016, peu après son élection à la tête de la FIFA, sur l'attribution par Gianni Infantino d'un contrat de droit télévisé à une société offshore alors que le dirigeant était encore juriste en chef de l'UEFA. Michel Tapa, c'est quoi cette affaire? Vous avez relaté l'affaire. C'est que Gianni Infantino, qui est l'actuel président de la FIFA, était encore juriste en chef au niveau de l'UEFA quand il a, selon les propos, attribué des contrats de télévision à une société offshore. Alors le problème, c'est que en 2016, le ministère public a commencé par faire un travail et Gianni Infantino serait, selon les dires, serait intervenu au niveau de son ami qui s'appelle Arnold, un certain Arnold Rinaldo, qui est procureur au niveau d'une région là-bas en Suisse, au Valais, pour pouvoir passer justement par lui, pour pouvoir stopper cette enquête judiciaire au niveau du ministère public. C'est-à-dire qu'il veut passer par son ami qui est aussi originaire de la région comme lui pour pouvoir justement parler au ministère public pour que l'affaire soit abandonnée. Et d'ailleurs, il tenait ses propos en ces termes: je vais essayer d'expliquer au ministère public qu'il est dans mon intérêt que tout soit éclairci aussi vite que possible, qu'il soit dit clairement que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Alors quand vous lisez sa déclaration, vous sentez véritablement que c'est quelqu'un qui a peur, puisqu'il a été élu déjà dirigeant de la FIFA. Quand on jette un regard sur tout ce qui s'était passé au niveau de la FIFA, on sent véritablement que Gianni Infantino a peur que l'affaire là surgisse et que les poursuites continuent ou bien fusent partout à son endroit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vaut cette résurgence de l'affaire? C'est que l'enquête n'a pas continué. Bon, visiblement, l'enquête n'a pas continué. Donc, 4 ans plus tard, vous savez, chez les Blancs, la justice est aussi ainsi. Lorsque vous enterrez une affaire qui date de longtemps, ne soyez pas surpris que l'affaire-là ressurgisse. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, Gianni Infantino a agi par le truchement de son ami sur l'enquête judiciaire au niveau du ministère public? On ne le sait pas, parce qu'interrogé, le ministère public n'a pas voulu justement se prononcer sur l'affaire. Mais la FIFA, quant à elle, a dit que tout contact entre Gianni Infantino et le ministère public, ce sont des contacts qui ont trait à faire évoluer l'affaire. Donc ça veut dire véritablement qu'il y a une affaire. On verra ce qui va se passer après. Alors, dans ce cas, on connaît les conditions dans lesquelles Gianni Infantino est arrivé à la tête de la FIFA. On sait les sorts que Sepp Blatter a subis pour un certain nombre de pratiques peu recommandables. Infantino ne serait pas cet ange qu'on a présenté finalement. Vous savez, c'est peut-être précipité de le dire ainsi, mais quand on suit votre développement, et c'est réel d'ailleurs, on sait tout ce qui s'est passé au niveau de la FIFA à un certain moment. Cette Blatter qu'on présentait comme le monsieur tout-puissant, il n'était pas sûr. C'est lui et tous ses collaborateurs qui ont plongé, si on peut le dire, la FIFA dans un état comateux. Gianni Infantino, comme vous l'avez dit, était présenté comme le sauveur, comme celui-là qui va justement apporter du sang nouveau et qui est exempt justement de ces malversations au niveau de la FIFA. Je pense que déjà en 2016, lorsqu'il est élu et que le ministère public de la Confédération a voulu
commencer l'enquête là, Gianni Infantino se dit, écoutez, ce qui est déjà arrivé à mes prédécesseurs risque aussi de m'arriver. C'est peut-être à cause de cela, il est passé par son ami Arnaud Rinaldo pour pouvoir éteindre l'affaire. Bon, est-ce qu'il est l'homme là qu'on nous présente? Je pense que la suite, puisque l'affaire est remontée, on va sans doute aller en profondeur pour voir véritablement s'il a agi ainsi et si il a attribué des droits de télévision effectivement à ces sociétés offshore. Mais on est ici quand même dans une affaire où, par exemple, vous avez Gianni Infantino et le procureur qui est son ami d'enfance. Donc, il a tenté, c'est sans doute que les deux ont des relations, d'étouffer l'affaire. Est-ce qu'on est certain qu'on va pouvoir mener une enquête en toute impartialité et voir le vrai du faux? Non, chez les Blancs, tout est clair. C'est vrai que c'est son ami, Arnaud Rinaldo. C'est vrai que peut-être il aurait agi par son intermédiaire pour pouvoir étouffer l'affaire. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a quelque chose. Soit Gianni Infantino l'a fait ou pas. Et donc, on va aller sans doute en profondeur de l'affaire. Parce que Gianni Infantino dirige la FIFA. Et vous savez ce qu'est la FIFA. La FIFA, c'est la fédération là, qui dirige les autres confédérations, non seulement celle de l'Afrique, mais aussi de l'Asie et de partout ailleurs. Et donc, si on se dit que le responsable de la FIFA est mis dans ces genres d'affaires, c'est comme Gianni Infantino et comme ceux-là qui ont déjà dirigé la FIFA. Et donc, pour répondre concrètement à votre question, ils vont aller en profondeur, enquêter sur l'affaire. On va vérifier s'il est parti contacter son ami, s'ils se sont entretenus quant à ce qui concerne l'affaire-là, et si aussi le ministère public de la Confédération, à un moment donné, a fait silence à cause de l'intervention de son ami Rinaldo pour pouvoir étouffer l'affaire. Mais on sent déjà quand la FIFA répond que le courrier envoyé à son ami d'enfance est un courrier, j'allais dire privé, la FIFA tente d'étouffer un peu l'affaire. La FIFA est dans son rôle parce que c'est le dirigeant de la FIFA aussi qui aujourd'hui est pointé de doigt. Et donc dans la communication, il faut quand même se défendre. Et donc je pense que la FIFA est dans son rôle. Mais déjà cette sortie de la FIFA ne va quand même pas empêcher le cours normal des choses. L'affaire va continuer. Ils vont vérifier, comme je l'ai dit, en profondeur si Gianni Infantino et son ami Rinaldo Arnold ont pu faire cela. Affaire à suivre donc. Notre second sujet, nous partons maintenant pour la France. Conformément aux injonctions sanitaires du gouvernement, la Ligue de football professionnel a annoncé l'arrêt définitif de la saison de Ligue 1. Le classement offre le sacre au Paris Saint-Germain et prive a priori Lyon de qualification européenne. Il y a 2 heureux et d'autres beaucoup moins. En tout cas, la décision de la Ligue professionnelle de football vient clore un non-suspense. Est-ce que la Ligue professionnelle de football française n'est pas allée un peu trop vite en besogne? Oui, peut-être un peu trop vite. Quand on voit aujourd'hui les agissements de l'UEFA qui pense que les compétitions peuvent reprendre déjà à partir de juillet, août. Mais vous savez, quand vous prenez la Ligue professionnelle de France, c'est une ligue bien organisée, composée d'anciens internationaux. Il y a Christian Catandius qui a déjà joué pour le FC Metz et il est entouré de tellement de têtes pensantes pour pouvoir prendre une décision. En tout cas, la France n'est pas seule puisque les Pays-Bas aussi ont interrompu leur championnat. La Belgique, à un moment donné, a voulu le faire, sauf que pour pouvoir prendre une telle décision, comme on l'a toujours dit sur le plateau, il faut pouvoir être en connexion avec l'UEFA. Donc la Belgique n'a pas eu à le faire et la Belgique, à un moment donné, a été menacée par l'UEFA de suspension de ces clubs qui joueront l'Europa League, la Ligue européenne des champions, bref, les compétitions européennes la saison prochaine. Et donc la France aussi a pris son temps à étudier. Quand vous prenez un président comme Jean-Michel Aulas des Gants de Lyon, qui aussi est une personnalité influente dans le football, tant français qu'européen, qui aussi voulait faire entendre ses décisions, faire passer ses décisions. Alors la Ligue de football française a pris du temps pour pouvoir étudier, surtout avec minutie, les décisions à prendre. Et la décision est tombée, interruption du championnat français de football. Quelle a été la réaction de l'UEFA? Pour le moment, l'UEFA n'a pas réagi puisque la décision, elle vient d'arriver. L'UEFA va
se réunir sans doute pour pouvoir essayer de voir si les correspondances envoyées par la Ligue de football française à son endroit, justement à l'endroit de l'UEFA, on va étudier ces correspondances pour voir si la France a respecté les normes de l'UEFA avant de pouvoir prendre des décisions. Parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est ce qui a été reproché à la Belgique. Donc, on va étudier aussi avec minutie la décision de la France et voir si la France ou bien le football français s'est conformé aux règles de l'UEFA avant de prendre des décisions. Donc c'est finalement, parce qu'il y a quand même une sorte de contradiction, puisque la France commence son déconfinement le 11 mai, donc on se dit ce sera progressivement un retour à la vie normale. Pourquoi arrêter le championnat? Pourquoi arrêter le championnat? Parce que la France, la Ligue justement, avait pensé aussi à cela, continuer le championnat, mais jouer à huis clos. Mais vous savez, quand on joue aussi à huis clos, ça étiole véritablement l'aspect du jeu. Les joueurs ne sont plus les mêmes parce que quand vous êtes un joueur de football, derrière vous sentez qu'il y a des supporters, des gens qui vous aiguillonnent dans tout ce que vous faites. On arrive facilement à décupler les efforts. Il y a aussi l'aspect des droits de télévision. Vous savez, quand on octroie des droits de télévision, les supporters aussi en font partie. Et donc jouer à huis clos, et comme je l'ai déjà dit, diminue la valeur du championnat ou bien d'une rencontre de football. Donc la Ligue professionnelle de France a étudié aussi ce côté avant de pouvoir prendre des décisions. Maintenant, comme vous l'avez dit, le confinement va commencer bientôt en France. Une décision diamétralement peut-être opposée à ce qui va se faire, mais les réalités ne sont pas les mêmes en Europe. La France fait partie des pays les plus touchés, non seulement sur le plan européen, mais aussi sur le plan mondial. Et donc la France se dit, jouer un championnat à huis clos, d'accord, les supporters ne vont pas faire partie des fêtes du football, mais est-ce que les joueurs, on a pris le temps de contrôler ces joueurs, de contrôler les arbitres, de contrôler le staff des équipes? Je pense que ce n'est pas fait parce qu'on n'a pas eu écho. Et donc, ils ont étudié tous ces paramètres avant de prendre cette décision. Et finalement, c'est pour le grand bonheur du PSG. Oui, pour le grand bonheur du PSG qui du coup a, sans terminer le championnat, comme d'autres équipes d'ailleurs, à son 9e titre, le 7e en 8 ans. Déjà, le Paris Saint-Germain était sur tous les fronts depuis quelques années. Sauf qu'en 2009, le grand Paris Saint-Germain a raté la passe de 3. Et cette saison, c'était l'objectif idéal. Le Paris Saint-Germain devance Marseille avec 12 points et puis un match en moins. Et donc 15 points qu'on connaît la valeur d'une équipe du Paris Saint-Germain qui a tous les atouts nécessaires pour pouvoir gagner ce championnat. Et puis le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec la finale de la Ligue de football, la Ligue là-bas, et face au Gant de Lyon. Et puis la Coupe de France face à Saint-Étienne. Donc une occasion pour le Paris Saint-Germain de faire sa passe à 3 comme il le cherchait d'ailleurs. Et donc ça fait l'affaire du Paris Saint-Germain. Je pense qu'avec 12 points d'avance sur le concurrent éternel qui est Marseille, les Phocéens donc, je pense que c'est un titre mérité pour le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on ne va pas parler de l'Angleterre, quand on voit aussi tout ce que Liverpool a fait dans la première ligue anglaise, avec plus de 20 points d'écart sur le concurrent immédiat, les Sky Blues de Manchester City. Je pense qu'il serait mieux qu'on donne aussi le titre à Liverpool. Logiquement, il restait combien de journées pour la fin du championnat? Il reste, si je ne me trompe pas, 9 ou 10 journées. 10, parce que je l'ai dit tout à l'heure, le Paris Saint-Germain a un match en moins. Et donc, je le précise, si je ne me trompe pas, il reste 9 journées pour la fin du championnat. 9 journées, ça veut dire que Paris, avec son point d'avance, était logiquement irrattrapable? En 9 journées, si on fait bien les calculs, si c'est 9 journées, ça fait 27 points. Si on prend 3 points par match. Alors, le Paris Saint-Germain est devant avec 12 points. On ne peut jamais dire que le Paris Saint-Germain va perdre toutes ses rencontres des 9 journées. Marseille va les gagner. Si Marseille arrive à gagner ces 9 journées et que le Paris Saint-Germain les perd, Marseille va passer devant. Mais je pense que quand on voit, comme je le dis, la qualité du Paris Saint-Germain, on peut se dire avec 12 points d'écart et puis un match en moins, et donc probablement 15 points d'écart, le Paris Saint-Germain est logiquement champion de France. Quels ont été les clubs lésés par cette décision d'arrêt du championnat? Je pense qu'il y a sans doute Marseille, deuxième,
Marseille, les Phocéens, avec André Villas-Boas, qui ont fait un travail un peu plus énorme cette saison. Mais derrière, il y a des équipes comme Lille, comme Saint-Etienne et autres, qui peuvent venir à tout moment. L'écart entre le Paris Saint-Germain et Marseille n'est pas le même entre Marseille et les autres concurrents. Et donc Marseille, quand on voit déjà tout ce que Marseille a subi plutôt comme problème les années passées, on peut se dire Marseille a fait déjà une saison excellente cette année, et le club phocéen est récompensé avec cette deuxième place qui lui offre d'ailleurs l'occasion de pouvoir discuter, si tout va bien sûr, la Ligue européenne des champions les exercices suivants. Lyon perd son passage en Europe. 7e actuellement, Lyon perd son passage. C'est d'ailleurs pourquoi, même si je ne suis pas dans sa tête, Jean-Michel Aulas, le très influent président des Gonds de Lyon, est en train d'inventer les alchimies nécessaires pour pouvoir peut-être faire passer son club et lui permettre de jouer la Ligue européenne des champions la saison prochaine. 7e, Lyon ne peut pas discuter la Ligue européenne des champions. Désolé pour le club de Lyon. Est-ce que cette décision d'arrêt du championnat de Ligue 1 français ne risque pas de faire des émules? Oui, sans doute. Sans doute, il y a des joueurs qui sont prononcés des autres clubs. C'est normal. Le Paris Saint-Germain et ses joueurs seront contents, mais d'autres joueurs, quand vous prenez des équipes qui tapent la relégation, Toulouse, qui, même si le championnat continue, ne peut pas rester en première division, on va se dire, on avait aussi devant nous l'occasion de faire quelque chose. Et comme je l'ai dit, Lyon aussi, qui se place à la 7e place, peut se dire, écoutez, si c'est que le championnat continue, on peut avoir une place européenne. Peut-être Lille, qui vise aussi la 2e place, même si on se qualifie pour une compétition continentale, la place aussi est historique. Lille visait peut-être la 2e place, même si la 1re place est un peu plus difficile pour lui. Et puis des équipes historiques là-bas en France, Saint-Etienne et autres, qui sont restées à leur place habituelle. Il y a ces équipes qui sont reléguées, dont Toulouse aussi. Toulouse mérite franchement, le club de Mathieu de Séville cette saison, la relégation, parce que Toulouse a enchaîné tellement de défaites, a enchaîné tellement d'échecs qu'on peut se dire que aujourd'hui, la Ligue 2 ou bien la 2e division, Toulouse mérite cela. Dernier sujet, le comité médical de l'UEFA a estimé mercredi qu'il était possible de prévoir une reprise de la saison de football interrompue en raison de la pandémie du coronavirus au lendemain du refus du gouvernement français donc de laisser des matchs se tenir jusqu'en août en respectant totalement la législation locale. Il est certainement possible de prévoir un redémarrage des compétitions suspendues durant la saison 2019-2020. Cet avis du comité médical, en fait, disons qu'il est battu en brèche parce que vient de décider la Ligue 1 française. Oui, la Ligue française est sortie de justement ce que l'UEFA est en train de penser par le truchement de l'Allemand, le président du comité médical de l'institution, Tim Meyer, qui pense qu'il est probable qu'à partir de juillet-août, les championnats puissent reprendre dans le vieux continent. Sauf qu'il a dit que si un championnat veut reprendre, on doit justement fournir à l'UEFA les garanties nécessaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit voir si certains acteurs ne seront pas infectés par coronavirus. C'est-à-dire que si un joueur est contrôlé positif, ça ne donnera pas cette reprise l'occasion à d'autres d'être contrôlés positifs. Le stade, le staff médical, les arbitres et autres. Donc, tous les championnats vont fournir un protocole qui va justement indiquer que nous avons travaillé, nous sommes en train de travailler pour ne pas permettre l'extension de coronavirus sur les terrains de football. Sauf que son optimiste est aussi aux antipodes de ce que pense Michel Dog, qui est ancien président de la Fédération belge de football et président de la commission médicale de la FIFA, qui lui pense que les données sont différentes au niveau de tous les pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en France, c'est une autre chose. L'Espagne également, l'Italie, ces deux derniers pays qui sont tellement touchés, mais qui pensent à la reprise de leur championnat. D'ailleurs, les entraînements ont commencé en Espagne par groupe de 10 ou 15. Et donc, lui, il n'est pas aussi chaud pour la reprise des championnats. Donc, ces deux
deux visions diamétralement opposées. Alors, finalement, aujourd'hui, si on s'en tient à ce que dit le comité médical de l'UEFA, est-ce qu'il appartient à chaque pays de prendre sa décision de façon souveraine? Si c'est ainsi, je pense que l'UEFA a raté peut-être une occasion de s'imposer en tant que leader de ces championnats européens. C'est comme si l'opportunité est donnée à chaque pays et à chaque championnat de prendre sa décision. On a vu le comportement de l'UEFA quand la Belgique a pris la décision. C'est là où je rejoins votre question. On verra l'attitude de l'UEFA face à la décision des Pays-Bas et à la décision de la France. Maintenant, concrètement, je pense que ça ne donne pas une certaine notoriété à l'UEFA, parce que c'est comme si ce sont les pays qui décident, puisque l'Espagne est en train de penser reprendre le championnat. L'Italie également, on peut comprendre, parce que contrairement à la France et à l'Angleterre, quand vous prenez le championnat, la Liga Espagnola, on l'a toujours dit, le FC Barcelone est devant avec un point d'écart sur son concurrent éternel, qui est le Real Madrid. Et donc c'est difficile de pouvoir attribuer peut-être le titre aujourd'hui au FC Barcelone. On peut se dire, si le championnat continue, le Real Madrid pourrait être aussi champion plutôt. Pourquoi pas les Cortineros de l'Atlético Madrid, les Andalous du FC Séville également. Mais finalement, tout ça, ça fait désordre. La France arrête, la Belgique annonce, je vais arrêter finalement sous pression de l'UEFA. Elle ne s'est pas encore décidée. L'UEFA dit, bon, on peut étudier la possibilité de reprendre les championnats sous certaines conditions. Il faut quand même une décision harmonisée. Oui, c'est normal. Cela veut dire que le coronavirus a mis du désordre partout et c'est compréhensible. Vous savez, ça fait effectivement désordre. Et comme on l'a dit, l'UEFA n'arrive pas à prendre une décision et à étudier les cas avec minutie et précision. C'est dommage pour l'institution l'UEFA. Maintenant, il y a une chose qu'on doit aussi remarquer et noter, je l'ai déjà dit, ce sont les réalités au niveau de chaque pays. On ne peut pas, eu égard à tout ce que la France a vécu, quant à ce qui concerne les morts, ces nombreuses personnes qui sont trépassées, on ne peut pas aujourd'hui défendre à la France de ne pas protéger, de protéger plutôt les Français, j'allais dire. Et donc c'est difficile. Quand on prend l'Italie, qui a vécu des moments un peu plus pénibles, surtout au nord de l'Italie, très touché. Moi, je vois le courage aujourd'hui de ce peuple et surtout de ce championnat qui est mis devant pour pouvoir reprendre le championnat, ainsi que l'Espagne. Maintenant, ces décisions vont peut-être dire à l'UEFA, écoutez, il y a certains élèves qui sont de bons élèves, qui suivent véritablement à la lettre ce que nous disons, l'Italie, l'Espagne. Il y a des élèves aussi qui sont réticents, comme d'ailleurs tout élève, la France, les Pays-Bas. Par exemple, quand vous prenez les Pays-Bas, un pays touché, mais pas aussi comme la France, l'Italie et l'Espagne. Mais on ne veut pas prendre de risques, parce que quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis, on est en train de dire que c'est parce que le tout puissant président Donald Trump, à un moment donné, n'avait pas pris cette pandémie au sérieux, que les États-Unis sont aussi touchés. Donc on ne veut pas aussi prendre de risques. Il vaut mieux être sanctionné par l'UEFA et vivre. Michel Takwa, merci. C'est moi, mon cher. On va marquer maintenant la pause. Et puis, on passera au journal et après, regard croisé.